Bonjour et bienvenue dans Atout Santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Aujourd'hui, nous allons parler du dysfonctionnement érectile, un trouble aux causes multiples. Sujet tabou par excellence, le dysfonctionnement érectile toucherait plus de 20% des hommes de plus de 50 ans. Ce dysfonctionnement se définit comme l'incapacité persistante ou récurrente à obtenir ou maintenir une érection suffisante pour permettre une relation sexuelle satisfaisante. Il existe d'importantes disparités allant des troubles mineurs passagers à l'absence temporaire ou définitive d'érection. L'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires peuvent être des causes liées aux problèmes d'érection. Pour aborder ce thème sur Atout Santé, nous avons accueilli les plus grands spécialistes du domaine. Notamment, nous sommes en présence du professeur Morgane Roupré. Bonjour, vous êtes chirurgien urologue. Accompagné du docteur William Akakpo, vous êtes aussi chirurgien urologue, bonjour. Bonsoir. Professeur Ronald Virag, vous êtes chirurgien vasculaire, directeur du CETI, qui est le Centre d'exploration et traitement de l'impuissance, bonsoir. Bonsoir. Et Louis-Michel Lallier, vous êtes patient, merci d'être avec nous, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous tous d'avoir accepté de participer à cette émission. Sans plus attendre, la première question qui vient à l'esprit des téléspectateurs, c'est comment est-ce qu'on va définir un dysfonctionnement érectile? Vous venez de le dire en substance dans votre préambule, et donc c'est une définition qui est assez subjective, puisque c'est l'incapacité à avoir une érection qui puisse satisfaire à la fois celui qui a le rapport sexuel, mais aussi son ou sa partenaire. Et donc on va être impliqué dans le champ de la dysfonction érectile dans un domaine extrêmement subjectif. On a des normes biologiques quand on fait une prise de sang, on sait si on a une anémie, mais dans la dysfonction érectile et dans la sexualité, il n'y a pas de normes. Et donc, de ce point de vue-là, à partir du moment où le patient arrive à la consultation, il va falloir stratifier le type de dysfonction érectile. Vous disiez 20%, c'est bien davantage, au-delà de 50 ans. Mais c'est 20% de gens qui ont une dysfonction érectile très sévère, ça d'accord. Mais je dirais que c'est largement, c'est environ 50% des hommes de plus de 50 ans qui vont se plaindre d'avoir des difficultés érectiles, de temps à autre. Et puis, il va falloir qu'on hiérarchise, ça va être notre travail. Comment différencier justement les dysfonctionnements occasionnels des dysfonctionnements permanents? La première chose, c'est d'écouter le patient, et c'est l'interrogatoire, plutôt que de se réfugier dans les examens complémentaires. Ce n'est pas obligatoirement une médecine qui est très onéreuse pour la sécurité sociale, parce qu'on doit être à l'écoute, et donc ça prend du temps. On doit à l'écoute non seulement du patient, mais idéalement aussi du couple, et donc de la situation, parce que tous les patients ne sont pas en couple. Et donc de cet interrogatoire, on aura probablement un score déjà, qui va nous permettre de parler tous le même langage, qu'on appelle le score IEF, et puis on pourra ensuite éventuellement demander certains examens complémentaires, endocrinologiques, radiologiques, qui vont nous aider dans la démarche diagnostique. Mais j'ai envie de dire que le mode d'entrée dans la pathologie, ça reste la discussion. Merci. Alors, avant d'aller plus loin sur le sujet, nous allons dans un reportage à la rencontre du professeur Virag qui va nous parler de cavernoscanner, une technique innovante de diagnostic, un reportage proposé par Laurent Henry et Lisa Martens. Je suis le docteur Ronald Virag, je suis un pionnier de la recherche et du traitement de la dysfonction érectile. Je prends en charge le patient et je décide, à la suite d'un entretien, de questionnaire, de savoir vers quel examen on va le diriger. Le principal de ces examens étant l'examen vasculaire qui permet de savoir si le patient a une vascularisation normale de son pénis ou s'il a une atteinte déjà artérielle, voire veineuse. Le cavernoscanner est une nouvelle technique radiologique qui permet d'objectiver l'ensemble de l'érection sous stimulation pharmacologique. Ça veut dire qu'on va provoquer une érection et qu'on va passer le sujet dans le tube du scanner, ou en tout cas son pénis, de manière à le voir fonctionner en situation érectile. Aujourd'hui, quelqu'un qui a une dysfonction érectile peut et doit être traité. Quand les sujets sont plus jeunes surtout, on peut avoir des anomalies vasculaires que l'on peut corriger. C'est la chirurgie vasculaire de l'érection. Et puis quand ça ne marche pas quand même, il reste l'option excellente qu'est l'implant pénien. De retour sur le plateau d'Atout Santé où nous parlons de dysfonctionnement érectile. Docteur Virag, vous parlez dans le reportage du cavernoscanner, c'est une nouvelle technique performante. À quel moment vous proposez cette technique à vos patients? Alors,
ce qu'on a vu est un peu rapide. Comme tous les reportages. En fait, le cavernoscanner, c'est une démarche, c'est une technique qui arrive en fin de course. D'accord. Les patients, d'abord, comme l'a dit le professeur Roupré, sont interrogés et on va rechercher une éventuelle cause. On les a mis en général à un traitement d'épreuve, dont on parlera après, par les médications par voie orale. Certains vont être redevables d'un traitement un peu plus important qui sont les injections intracaverneuses, dont on pourra reparler éventuellement, et une catégorie chez lesquelles l'échographie sous la même stimulation pharmacologique, et qui est plus simple que le cavernoscanner bien sûr, vont apparaître comme étant susceptibles d'avoir ce qu'on appelle une fuite caverno-veineuse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on recrute des patients qui sont jeunes, qu'on trouvait autrefois psychogéniques ou psychologiques, alors qu'ils ont des anomalies vasculaires depuis leur enfance et qui n'ont pas été diagnostiqués. Ils ont été diagnostiqués psychologiques la plupart du temps. Et c'est ces patients-là à qui on va soumettre le cavernoscanner. Pourquoi ? Parce qu'il y a une sanction chirurgicale conservatrice. Et on ne va pas mettre un implant à quelqu'un de 30 ans ou de 35 ans. Et donc, il y a une solution chirurgicale pour guérir. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres diagnostics que vous utilisez dans cette pathologie? Et quels sont-ils? Le diagnostic de dysfonction érectile est vraiment clinique initialement. Donc, on fait le diagnostic cliniquement. Après, on peut s'aider d'examens complémentaires pour trouver la cause, l'étiologie. Un bilan, on en parlait tout à l'heure, le dosage de la testostérone, un patient diabétique, faire le point sur son diabète. Mais c'est un diagnostic clinique. Après, il y a plein de questionnaires qui sont des outils qu'on utilise pour faire le diagnostic. On parlait de l'IEF, c'est des questionnaires qu'on pose. L'IEF, vous pouvez dire pour nos International Index Erectile of Function. Voilà, donc c'est un score qui permet de coter la dysfonction érectile et simplement en consultation, en quelques questions, 5 à 6 questions, on peut avoir gradé la dysfonction érectile du patient. On va ajouter quelque chose. Il a parlé de dosage de testostérone. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, les généralistes ne dosent pas la testostérone. C'est un élément fondamental du vieillissement. Et beaucoup de patients vieillissent ou ont des maladies coronaires ou des ostéoporoses, des hommes, même à partir de 50, 60 ans, et on ne leur dose pas la testostérone. C'est un élément capital en dehors. À quel moment on doit consulter ? Dès qu'on le souhaite, et surtout en France, on a un rapport direct au médecin, on a un accès direct, donc il ne faut pas hésiter, parce que parfois les généralistes ne s'ouvrent pas de ces sujets, et parfois c'est le corps médical lui-même qui est réfractaire ou qui va se mettre à sourire sur ces sujets-là, et il y a beaucoup de patients qui sont frustrés ou malheureux. On doit aller voir un urologue en fait. On doit aller voir un urologue, et il y a une catégorie d'urologues, parce qu'on est à peu près 1200 sur le territoire, mais on n'est pas tous spécialisés en andrologie. Et notre caractéristique, c'est que monsieur est chirurgien vasculaire à la base, mais c'est la qualification d'andrologue qui nous réunit tous autour de ce plateau, parce qu'on s'intéresse à cet aspect. Alors on va laisser la parole à Louis Michel. Donc vous êtes un patient qui a souffert d'un dysfonctionnement érectile. Est-ce que vous pouvez nous raconter à quel moment vous avez décidé de consulter et quelles ont été les étapes Brièvement, c'est à la suite d'une ablation de la prostate. Donc avant, ça fonctionnait très très bien. Et donc mon chirurgien a essayé déjà avec les piqûres. Bon, donc je l'ai consulté, c'était à peu près 6 mois. Donc c'est l'urologue là que vous avez consulté. L'urologue, oui, pardon. Oui. D'accord. 6 mois après l'opération, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Donc il m'a conseillé d'abord de prendre des injections. Des injections. Des injections, voilà. Très bien. Avec un succès assez aléatoire. En plus, ça ne fait pas toujours du bien. Et donc, je ne l'ai pas très bien ressenti. Donc, à une autre consultation, mon chirurgien m'a conseillé ou m'a proposé de mettre un implant. Donc ceci, en gros, alors si je me souviens bien, 1 an et demi après tout ce que vous aviez... Oui. Donc il me l'a conseillé, et voilà. Et aujourd'hui, ça a tout changé. On va en reparler un peu tout à l'heure. On en reparlera tout à l'heure. Voilà, on va en reparler dans quelques instants. Alors, juste, la médecine, elle a progressé dans le diagnostic, les traitements et l'intervention chirurgicale. Depuis combien de temps sur ce domaine-là ?
Depuis des années, et je n'exerçais pas que les implants étaient déjà là, simplement on les a un peu oubliés. Ils ont été un peu gommés avec l'avènement du sildenafil dans les années 98. En fait, les médicaments ont un peu gommé l'actualité des implants. Or, en orthopédie, en rhumatologie, ça choque personne de mettre une prothèse d'épaule, une prothèse de hanche. Je ne vois pas pourquoi on ne parle pas des prothèses péniennes. Les implants mammaires, ça ne choque personne, mais ça, c'est un souci. Donc, c'est un sujet un peu tabou. On va y revenir dans quelques instants. Le dysfonctionnement peut être lié à des facteurs différents. On a commencé à en effleurer quelques-uns. L'âge, sans doute, les facteurs de risque cardiovasculaire. Est-ce qu'il y en a d'autres de facteurs? Oui, les facteurs de risque cardiovasculaire sont impactés. Puis surtout, il faut bien le dire, ceux qui fument auront des problèmes de dysfonction érectile. Monsieur est chirurgien vasculaire et donc ceux qui fument doivent prendre conscience de l'impact totalement néfaste du tabagisme sur la dysfonction érectile. Puis les deux grands pourvoyeurs, ça reste la microvascularisation et puis les diabétiques. Le diabète et les fumeurs. Le tabac, l'hypertension et les troubles du métabolisme lipidique. Et de la même façon, si vous voulez, il y a une gradation des traitements. On le sait très bien. Aujourd'hui, un médecin généraliste, il n'a pas le temps. Il va prescrire un médicament par voie orale sans se soucier de savoir... Du résultat, si c'est voilà. bon... Et donc, nous, spécialistes, nous voyons déjà des échecs des traitements médicaux. Donc, juste pour résumer à nos téléspectateurs, si jamais ça ne fonctionne pas de traitement, allez voir un urologue, je crois que c'est le plus simple. Il faut souligner le rôle des médecins vasculaires, parce que les médecins vasculaires sont à la croisée des chemins. Ils voient des malades qui ont des troubles vasculaires et la dysfonction érectile, et c'est ça qui est très important, et souvent la première manifestation de la maladie vasculaire. Donc ça va problème qui peut aller derrière. Ça va vous permettre de diagnostiquer des maladies coronariennes, par exemple, et de sauver des gens. Merci, donc sauver des gens, merci pour ces premiers échanges. Avant de continuer sur ce sujet, nous allons écouter la chronique pédagogique. Nous allons aborder les pannes sexuelles avec notre chroniqueur et spécialiste des réseaux dans le secteur de la santé, Thomas Josse. Le jeune roi de France, Louis XVI, mit 7 ans avant d'accomplir son devoir conjugal et surtout royal, car il lui fallait donner un héritier à son royaume. Cet épisode intime est évoqué par de nombreux chroniqueurs et historiens. Nous n'allons pas nous immiscer brièvement sous les jupons de l'histoire, mais nous allons voir qu'il n'y a pas d'âge pour la panne. Nous imaginons mal les hommes jeunes avouer facilement des déficiences sexuelles. Une enquête révèle qu'ils sont prêts à reconnaître leurs faiblesses dans ce domaine. Réalisée auprès de 1000 hommes de 25 à 40 ans, elle témoigne d'une ampleur inattendue du phénomène des pannes sexuelles dans cette tranche d'âge, puisque 2 hommes sur 5 seraient concernés. Plus précisément, 39% des hommes de 25 à 40 ans ont déjà eu une panne sexuelle. Cette proportion est la même dans la population générale. Toute tranche d'âge confondue, pas de privilège de l'âge donc. Dans le détail, 26% ont connu des pannes de manière occasionnelle et 12% n'en ont connu qu'une fois. Stress, déprime, diabète, hypertension, de nombreuses maladies physiques ou mentales peuvent entraîner une diminution du désir sexuel du fait de la fatigue engendrée. Mais certaines pathologies peuvent directement handicaper la santé sexuelle par leur localisation ou par leur effet secondaire. On connaît les vertus anti-stress du sexe, mais beaucoup moins l'influence du stress ou du moral sur la vie sexuelle. Problèmes professionnels, légers, coups de blues ou véritable dépression. La baisse du tonus psychique résonne immanquablement sur la libido, quand il ne s'agit pas des effets secondaires de certains traitements. Attention à ne pas glisser dans un véritable cercle vicieux de l'échec. Dès que notre corps souffre, que ce soit physiquement ou psychologiquement, notre sexualité en pâtit. Diabète, cancer de la prostate, hypertension. Pour des raisons anatomiques ou biochimiques, certaines maladies et leurs traitements peuvent entraîner des troubles de l'érection. Merci Thomas. Dans Atout Santé, nous abordons maintenant le traitement en cas de dysfonctionnement érectile. Il existe plusieurs traitements médicamenteux, chirurgicaux. La plupart des hommes traités pour un dysfonctionnement érectile parviennent à retrouver une sexualité satisfaisante. Dans le reportage qui suit, nous sommes allés à la rencontre de Louis Michel, qui a eu une intervention chirurgicale pour un implant pénien. Un reportage proposé par Laurent Henry et Manon Emery. On est plutôt confronté à des situations dans lesquelles les patients ont des difficultés érectiles momentanées et sur lesquelles on va les aider ponctuellement. Dans la population française, on va distinguer 2 catégories. Les gens de moins de 50 ans, qui a priori n'ont pas de difficultés physiques,
pas de facteurs de risque et qui vont plutôt avoir une influence psychologique prépondérante, et les patients de plus de 50 ans qui vont avoir une influence organique prépondérante sur les facteurs psychogènes. Et c'est dans cette population de plus de 50 ans qu'on peut agir. En 2019, on a plus de solutions que jamais pour la dysfonction érectile, mais les problématiques sont complexes, multifactorielles et pas exclusivement médicales, puisqu'elles impliquent les relations à la femme ou à l'homme, et donc des relations qui sont sentimentales et donc influencées par le psychogène. À partir de l'âge de 55 ans, il y avait le taux de PSA qui est un marqueur pour le cancer de la prostate. Ce taux augmentait au fur et à mesure des mois et arrivé à un moment donné, il a fallu prendre une décision et retirer cette prostate. Et quelques mois plus tard, j'ai eu des problèmes d'érection. Après une longue réflexion, en discutant avec mon épouse, j'ai pris la décision de faire cette implantation. C'est extrêmement pratique, c'est simple, ma femme est satisfaite, enfin, c'est ce qu'elle me dit. S'agissant de la prothèse pénienne chez ce patient en particulier, il s'agit d'une indication d'une solution à la dysfonction érectile d'un cas tout à fait particulier d'un monsieur qui a été soigné pour un cancer. Il faut savoir que l'implant pénien aujourd'hui est une solution moderne, pratique et bien tolérée par les patients à cette problématique de la dysfonction érectile, au prix d'une intervention chirurgicale certes, mais d'une certaine spontanéité dans la vie sexuelle du patient. Je trouve que c'est une décision qui n'est pas facile à prendre et il est peut-être possible que les personnes manquent d'informations sur ce type d'opération. Donc une divulgation de cette pratique serait peut-être nécessaire. De retour sur le plateau d'Atout Santé où nous sommes en présence du professeur Morgane Roupré, chirurgien urologue, docteur William Acapo, chirurgien urologue, docteur Ronald Virag, chirurgien vasculaire, et Louis Michel qu'on a vu dans le reportage. Alors, Louis Michel, vous avez été opéré. Pourquoi vous avez choisi l'intervention chirurgicale? C'est arrivé après le processus que vous avez décrit, mais vous n'avez pas d'appréhension? Si, mais enfin, vu que les essais avec soit les petites pilules, soit les piqûres... Ça n'avait pas marché? C'était très aléatoire, donc il fallait passer à autre chose. Alors, comment vous avez supporté cet implant? Comment vous le supportez aujourd'hui? Alors, comment ça s'est passé? Avoir un corps étranger, c'est pas évident. Donc, sur le plan psychologique, il faut déjà imaginer que... C'est déjà un travail sur soi. Hein. Voilà. De plus, avec mon épouse, on en avait parlé évidemment, elle m'a laissé absolument libre de mon choix. Et donc, les premières semaines, je dirais, elle m'a fait comprendre que c'était un petit peu artificiel quand même. D'accord, donc c'est première semaine un peu complexe. Oui, un petit peu complexe à gérer, oui, de ma part et de la sienne. Bien sûr, normal. Ensuite, le temps faisant, elle trouve ça absolument normal, il n'y a aucun souci. Et aujourd'hui, ça a changé votre vie? Carrément, ça a changé ma vie. Il y a eu un avant les implants. Oui, avant l'implant, il fallait que je prévoie de faire la piqûre, etc. Donc, anticiper une relation sexuelle, c'est pas évident. Alors, docteur Acapo, l'implant est-il possible pour tous les hommes? Théoriquement, oui, on a vu la description de l'implant pénien. L'implant pénien en plusieurs parties, il faut savoir l'activer, il faut savoir l'utiliser. Donc il faut une certaine dextérité qui sera évaluée lors de la consultation. Mais théoriquement, le geste chirurgical est possible chez tous les patients qui seront évalués après par nos collègues anesthésistes pour savoir s'il est possible de faire la chirurgie. Je sens que le professeur Roupré qui a justement cet instrument devant, peut-être nous présenter comment ça fonctionne. On l'a vu dans le reportage, il y avait des implants initialement qui étaient des implants rigides et qui restaient rigides en permanence parce qu'il faut penser aux patients handicapés qui sont au fauteuil, qui avaient besoin d'avoir des étus péniens et d'appareiller un patient handicapé avec la verge rétractée, un épi pénien pour des raisons mictionnelles de recueil des urines, c'était pas pratique. Donc finalement, de fil en aiguille, on est arrivé avec un implant gonflable qui reproduit finalement l'état flaccide et l'état rigide. Et donc ça, on évite de le montrer aux patients avant l'opération et je pense que si monsieur l'avait vu, il aurait
quitter la consultation. Maintenant qu'il l'a, voilà, il est content de le voir, mais ça peut dissuader certaines personnes. Donc il y a un réservoir qui va être placé, j'allais dire, dans l'abdomen, pour résumer, mais en pré-péritonéal, pour être plus exact. Une pompe qui va nous permettre de passer le liquide du réservoir jusqu'au cylindre. Et les 2 cylindres qui vont donc se rigidifier et qui sont dans les corps caverneux. Et donc, ils vont remplacer le treillis vasculaire initial dont on dispose. Et ça assure, comme l'a dit monsieur, une certaine spontanéité. Rien de pire dans la sexualité que de la prévoir. C'est un tue-l'amour. Et donc, quand on dit à 18h vendredi, j'aurai un rapport, ou mercredi à midi, c'est terrible. Donc, cette spontanéité remet finalement, ça semble mécanique, c'est mécanique, j'allais dire, dans le scrotum, c'est mécanique dans la verge, mais c'est spontané dans l'esprit. Et c'est ça, c'est très important. C'est ce qu'il y a de plus en fait, positif. Ouais, probablement. Ça recrée les. Et ça crée l'harmonie dans le couple. Ouais, c'est ce qui est super. Pourquoi ça ne marche pas toujours les pilules bleues comme tout, il y a eu des tas d'événements. Pourquoi dans certains cas ça ne marche pas? Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est qu'elles sont mal prescrites. D'accord. Si on fait un diagnostic avant, on peut augmenter la réponse parce qu'on sait que quand on a fait un diagnostic précis, lesquels vont bien répondre et lesquels ne vont pas répondre. Et vous avez tout un... Par exemple, les diabétiques avec beaucoup de facteurs de risque vasculaire répondent mal aux pilules. Alors après, on va passer au stade des injections intracaverneuses que j'ai mis au point il y a beaucoup d'années et qui sont efficaces quand elles sont bien prescrites, où on a la même spontanéité quand on arrive à les absorber soi-même psychologiquement. C'est parallèle aux implants. Et donc c'est graduel. Ceux qui ne répondent pas aux injections, mais il y en a beaucoup qui répondent aux injections, on va leur proposer l'implant. De toute façon, il y a une panoplie en fait, lors de la consultation, quand on a fait le diagnostic précis, on va dire au patient, vous pouvez répondre à ça, mais si jamais vous n'y répondez pas, on a ça ou on a ça. Il n'y a rien de plus terrible de laisser le patient avec l'espoir d'une thérapeutique qui ne va pas marcher. Qui ne marche pas. Donc l'espoir, donc là, c'est plus qu'un espoir puisque ça fonctionne. Comment est-ce qu'on pourrait sensibiliser d'autres hommes qui peut-être seraient un peu inquiets sur la pose de ces implants? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire là, à cet instant? C'est le bien fondé de la démarche de notre dialogue d'aujourd'hui. Hein. C'est ce témoignage. Ouais. Moi, je vais le laisser répondre, mais je voudrais simplement dire que dans mes correspondants généralistes, les 2 tiers des implants péniens programmés au bloc opératoire qui sont annulés ne le sont pas du fait du patient, mais des généralistes qui les dissuadent de le faire. Ouais. Et donc c'est un manque d'information dans la communauté, non pas des patients, mais des docteurs. Des docteurs. Et donc les docteurs, docteurs généralistes, écoutez cette émission. Mais non, parce qu'il y a beaucoup d'informations sur Internet, et donc on a accepté de se retrouver autour de ce plateau ce soir pour diffuser ce qu'on appelle une bonne information, parce que sur Internet, il y a à boire et à manger, et il y a beaucoup d'histoires de chasse sur les implants péniens. Alors, on va laisser parler Louis-Michel. Messieurs les docteurs, laissons parler je confirme, lorsque j'en ai parlé la première fois à mon médecin généraliste, suite à l'opération donc de l'ablation de la prostate, il m'a dit, il faudrait voir ça avec un psy ou avec votre urologue. Oui. Donc il y a encore un peu de formation des médecins généralistes. Et là aujourd'hui, le témoignage que vous avez porté, je pense qu'il a déjà rassuré beaucoup de gens. Je crois que si on veut convaincre les patients, il faut informer et rassurer. Oui. Et là, vous êtes la preuve vivante que ça fonctionne avec cette petite période, mais après, c'est le bonheur. Aujourd'hui, je pense que vous avez un couple qui rayonne, harmonieux, qui rayonne. L'autre aspect, ce qui nous interrompt, c'est la communication des patients entre eux. Et je crois que monsieur me confiait tout à l'heure que son chirurgien lui disait et lui a demandé, en termes non pas de cadeau de remerciement, mais sa disponibilité pour informer d'autres patients qui sont dans l'attente et dans l'appréhension d'être implantés. Parce que finalement, les patients vont toujours vous dire vous avez envie de me faire ça parce que voilà, c'est un acte technique, vous aimez le faire ça. Non, si les patients, avant et après l'épreuve, échangent entre eux, donc voilà, ça peut être entre guillemets un lobby ou une force de levier intéressante. Docteur Akapko, un dernier mot peut-être sur le sujet. Comment vous ressentez la même chose aussi? Je suis tout à fait d'accord, il faut sensibiliser déjà les patients, que dès le départ de leur pathologie, lorsqu'ils consultent pour une dysfonction érectile, leur expliquer tout le panel de médicaments possibles, de traitements, étape par étape, dire qu'il y aura toujours une solution finalement.
en partant de Et la est-ce pilule. que c'est la dernière solution, C'est celle-là, pas forcément ou la il y en a dernière d'autres solution, il faudra encore expliquer. Certains patients, on parlait tout à l'heure des injections, certains patients ne veulent pas faire d'injection, préfèrent d'emblée passer à l'implant pénien. D'accord. D'autres sont très contents de l'injection, donc restent à l'injection. C'est un traitement personnalisable et personnalisé pour chaque patient. Il n'y a pas Donc de retour en arrière. ouais, disons. c'est important. Voilà. Avec c'est- la- avec Ouais, l'implant. pour l'implant, il n'y a pas de Il retour faut en arrière. pas se lancer sur les alors, injections avec l'implant. Est-ce que c'est durable? Voilà, la question aussi. Est-ce que c'est quand le temps, la durée Alors, de vie c'est de comme les pneus, l'implant? ça dépend comment vous roulez. Mais ce que je veux On dire, ne va pas poser la question. Mais c'est- Est-ce que vous Non, le mais pratiquez en souvent? moyenne, Moi, la ça fait majorité plus de nos 5 ans patients. déjà. voilà. Et Oui. j'ai Il a déjà fait vraiment un pas de quinquennat, problème. mais la majorité déjà de fait nos quelque- patients c'est pas mal, peut déjà. faire un double quinquennat assez facilement, Voilà. donc Double- une dizaine d'années, J'ai sans revu un problème. malade la semaine dernière qui a son implant depuis 17 ans. Voilà. 17 ans, écoutez, merci, ça sera le mot de la fin. Donc on fait plusieurs quinquennats avec ces implants et ça recrée une harmonie dans les couples. Donc n'hésitez pas. Merci d'avoir été présent pour Merci. cette émission. Merci à vous. Merci. Alors pour finir, nous allons écouter Lisa Martins dans sa chronique Fan de santé sur le mythe de Napoléon. Depuis la nuit des temps, le membre viril de l'homme est un sujet de fascination. Sculpture, peinture, tous les artistes de la mythologie à nos jours ont pensé, imaginé et reproduit le sexe masculin, symbole de puissance et de virilité. Depuis de nombreuses années, un mythe existe sur la corrélation entre la taille de l'homme, de son pénis, et la grandeur de ses actes. Peut-on mesurer la grandeur d'un homme à la taille de son pénis ? Reprenons l'origine de ce mythe avec l'étrange épopée du membre viril de Napoléon. Premier empereur français, connu pour ses victoires, batailles et actions, il a été victime de nombreuses moqueries à cause de sa petite taille. Et beaucoup d'ennemis et d'alliés se demandaient « Est-ce que son sexe est proportionnel à sa taille ?» L'empereur, conquérant sur les champs de bataille et dans les champs de l'intimité, a suscité beaucoup de questionnements. Est-ce que cette soif de conquête venait masquer un complexe de taille ? Lorsque l'empereur, en 1921, meurt, une autopsie de son pénis a été réalisée avant de mettre le membre aux enchères. Certes, les analyses ont révélé la petite taille du pénis de Napoléon, mais cela n'a pas empêché l'empereur de conquérir de nombreux terrains. Donc la grandeur de l'homme ne se mesure pas à la taille de son pénis. Merci Lisa. Alors on va remercier nos invités, le docteur Roupré, le docteur Acapco et le docteur Virag et le patient qui nous a accompagnés, Louis Michel. Merci d'avoir été avec nous sur le plateau d'Atout Santé. C'est la fin de l'émission. On remercie bien sûr tous les téléspectateurs qui nous suivent partout en France et en Belgique. Vous pourrez revoir cette émission sur YouTube Atout Santé. Vous pouvez poser vos questions, vos commentaires sur Facebook et Twitter Atout Santé. Merci de votre attention. Rendez-vous dans un prochain numéro et d'ici là, soyez acteurs de votre santé.